En direct de Bergerac pour le Critérium de France avec VNB, Café Bar et bien plus encore. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Il s'arrête donc après sur un parking et là, voilà, il sort son sexe. Ces affirmations sont purement mensongères. Je le dis ici une fois pour toutes. Il a sorti son sexe, il a pris ma main. Je le dis là, je ne vais pas dire droit dans les yeux pour reprendre une ancienne formule. Il avait une main qui prenait ma main et qui était sur son sexe. Et avec l'autre main, il voulait que je l'embrasse, que je lui embrasse le sexe. Ni de près ni de loin. Je n'ai commis ces actes. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. La diffusion d'Envoyé spécial hier soir du témoignage de 5 nouvelles femmes qui affirment avoir été agressées sexuellement par Nicolas Hulot, les faits étant prescrits, font couler beaucoup d'encre. Ce matin, dans le grand matin de Patrick Roger et Cécile de Ménibus, Sandrine Rousseau, pourtant écologiste comme Nicolas Hulot, n'a pas hésité à affirmer qu'il y a eu, je cite, qu'il y a eu une organisation pour protéger le soldat Hulot. Une affaire qui rappelle d'autres affaires mettant en cause des personnalités et protégées par une omerta comme DSK ou PPDA, ou dans le cas de viol sur mineur dans le cadre familial d'Olivier Duhamel, dont une partie du milieu politico-médiatique connaissait les agissements sur son beau-fils, dont notre premier débat. Hulot, est-ce la fin de l'omerta qui protège les personnalités? Et pour le moment, vous êtes 59% à dire non sur Twitter. Avec nous, Mathilde Viau, cofondatrice de l'association Cher Magazine et initiatrice de la tribune sur MeToo Politique, publiée dans le journal Le Monde le 15 novembre dernier. Mathilde Viau, bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'on peut affirmer, comme Sandrine Rousseau ce matin, au micro de Patrick Roger et Cécile de Ménibus, qu'il y a eu une organisation pour protéger le soldat Hulot et peut-être d'autres? Clairement, on peut le dire, au vu du nombre de victimes qui ont parlé. Il y a eu d'autres témoignages qui sont apparus aujourd'hui sur Hulot, sur Twitter. Je pense notamment à Pauline Lavaux, qui a expliqué qu'on lui avait expliqué qu'elle ne pourrait pas faire la campagne du candidat Hulot parce qu'elle l'excitait trop et que par conséquent, elle avait été mise de côté. C'est pas Nicolas Hulot qui lui a dit ça, c'est les membres de la campagne qui donc connaissaient les agissements de cet homme et qui ont préféré écarter une femme parce qu'ils savaient que cet homme avait des agissements qui étaient néfastes aux femmes. Donc, de toute évidence, il y a eu toute une série de personnes qui gravitent autour des hommes politiques et qui ont vocation à faire la régulation en fait des comportements de ces hommes. Donc, ça veut dire qu'ils sont au courant de ce qui se passe, effectivement. Philippe Bilger. Mathilde Viau, c'est un plaisir de vous entendre à nouveau. Est-ce que, j'allais dire, est-ce que l'omerta n'est pas finie tout de même depuis un certain temps? L'affaire Hulot a éclaté, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il n'y a plus le silence oppressant sur ce qu'on reproche à tort ou à raison aux personnalités politiques. Ma deuxième observation, et c'est là-dessus que j'aimerais votre avis, ce qui me choque, et vous l'avez un peu rappelé, c'est en effet l'organisation qui est mise en place pour, par principe, j'insiste sur le terme, exonérer les personnes soupçonnées des actes qui leur sont reprochés. Par exemple, pour Nicolas Hulot, je ne vois pas au nom de quoi, à une certaine époque, le président de la République a pu dire, comme s'il était présent dans l'intimité, « Ah mais je lui fais confiance, il n'y a aucun problème ». Est-ce que ça n'est pas là le problème, le fait que le soutien politique l'emporte sur l'exigence de vérité? Mathilde Viau. Je vais dans votre sens, clairement. Sur la première question et la deuxième qui se rejoignent en réalité, moi je pense que l'omerta n'est pas levée depuis un certain temps, qu'elle commence juste à l'être. Quand on voit par exemple sur Gérald Darmanin que les accusations qui ont été portées contre lui ont été évoqué par Emmanuel Macron devant une émission de télévision dans laquelle il a juste dit « Nous avons réglé ça entre hommes ». Cela veut dire que Emmanuel Macron s'est auto-désigné juge, en fait, dans lequel il est intervenu pour donner l'onction à un ministre, alors même que tout le monde sait qu'il a eu des comportements problématiques avec les femmes. Moi, dans mon association Chère Collaboratrice, donc qui est née à l'Assemblée nationale et qui a eu ses activités à l'Assemblée nationale, nous avons eu des cas de beaucoup de femmes qui sont venues nous voir pour des cas d'agression sexuelle, dont nous avons référé à l'institution. Ce que l'institution nous a répondu à chaque fois, c'est arrêtez vos activités, cessez de jeter l'opprobre sur nous.
Comme si finalement, quelque part, ils refusaient de pointer les agissements de certaines personnes parce qu'ils avaient peur que ça rejaille sur l'ensemble de la collectivité. Mais c'est pas possible de faire ça. Parce qu'en réalité, c'est l'inaction de toutes ces personnes-là et le silence qui fait que l'institution devient coupable. Mais sinon, si elle décide d'avoir des mécanismes de régulation normaux, comme ça se fait dans l'entreprise, par exemple dans le privé, quand quelqu'un est soupçonné d'avoir commis des agressions sexuelles, il peut être mis à pied et ensuite une enquête interne, voire judiciaire, peut s'ouvrir. Là, ce qui se passe dans le monde politique, c'est qu'il n'est pas du tout frappé par les mêmes règles que le reste du monde. Et nous, ce qu'on dénonce, c'est qu'il faut maintenant rentrer dans un processus normal qui, en fait, désacralise ce monde pour lui permettre en fait de se plier aux règles de savoir exister, de savoir travailler qui ont cours dans le reste de la société. On donne la parole au maire de Bergerac, Jonathan Priolo. Oui, pour moi, il ne doit pas y avoir deux mondes différents. Qu'on soit une personnalité politique, une personnalité de l'audiovisuel ou de la culture, ou qu'on soit monsieur, madame, tout le monde, qu'on soit plombier, on doit avoir le même traitement. Qu'on doit avoir le même traitement. Voilà. Et s'il y a une organisation qui avait été mise en œuvre par tel ou tel parti, par telle ou telle équipe de campagne, il faut qu'elle soit dénoncée et qu'elle soit punie. Il y a la loi en France, elle doit être respectée. Ce sont des agissements qui ne peuvent pas continuer sur notre territoire. Et surtout, quand on voit en ce moment autant d'histoires sur des hommes politiques, sur des hommes de la télé, mais derrière, certains, après, mettent ça sur le dos de tout le monde. Et donc aujourd'hui, les premières victimes sont celles et ceux qui sont innocents, celles et ceux qui sont sur le terrain et qui mettent en œuvre des actions et sur lesquelles on peut dire, regardez, ils sont comme tous les autres. Et ça, c'est terrible, terrible dans notre société. Alors s'il y a des faits, s'il y a des actes, doivent être punis et c'est à la loi, aux différentes instances des tribunaux d'agir. Mathilde Devieux. Je suis d'accord avec vous. Bon, déjà, pour rappeler, les premières victimes ne sont pas les autres personnes, c'est les victimes déjà elles-mêmes. Moi, je pense qu'il y a un autre phénomène qui existe et on parle beaucoup de la notoriété des personnes et c'est quelque chose qu'il faut adresser. Hier, dans le documentaire, il y a plusieurs des femmes qui disaient « Mais enfin, qui m'aurait cru ?» Face à un homme avec cette notoriété, moi, une gamine de 16 ans, je n'avais que le silence face à moi parce que de toute façon, on m'aurait accusé finalement de vouloir chercher, de monter une cabale, etc. Donc, face à la notoriété n'est pas quelque chose qui met les hommes en danger. C'est quelque chose qui les protège, parce que c'est quelque chose qui intime les femmes au silence. Et donc je pense que c'est pour ça aussi que le monde journalistique dont vous parlez, le monde théâtral aussi, le monde politique, ont mis tant de temps avant de s'ouvrir finalement à la prise de parole et à l'écoute en fait de ces femmes, parce que ces femmes elles parlaient, c'est juste que il y avait beaucoup de mécanismes mis en place pour qu'elles ne soient pas entendues. Alors c'est vrai que sur des territoires comme les nôtres, il y a énormément d'associations, énormément de partenaires vers lesquels les femmes victimes peuvent se tourner. Et c'est vrai que c'est peut-être pas le cas partout sur les territoires, peut-être dans les grandes métropoles, voire en région parisienne, c'est peut-être un peu différent. Mais je sais que chez nous, on a à cœur et on accompagne, les collectivités territoriales accompagnent toutes les structures qui aident les femmes, quels que soient les faits qu'elles dénoncent. Et justement, on est avec nous Christiane Delpont, ancienne élue à Bergerac, qui est membre d'une association de défense des femmes. Quand vous voyez l'affaire Hulot, qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, ça m'inspire un moment très important, capital, où vraiment c'est la fin de l'omerta et que les femmes osent maintenant s'exprimer. Elles ont effectivement des associations vers lesquelles elles vont se tourner et pouvoir parler. Et le pouvoir empêcher et créer vraiment une chape de silence qui ne permettait pas à ces femmes, sinon elles auraient été menacées, certainement. Donc je crois que ça c'est très important, elles l'ont été. Donc je crois que c'est très important aujourd'hui qu'on ait la parole de ces femmes qui puissent être entendues par des associations spécialisées bien sûr, parce que c'est quand même particulier de faire un aveu de ces actes aussi terribles. Et je crois aujourd'hui qu'il y a de l'écoute et de la compréhension. Et j'espère vraiment qu'on ira vers une libération de toutes ces femmes qui vont pouvoir s'exprimer. Mathilde Devieux. Oui, je vais tout à fait dans votre sens et je pense que maintenant, l'affaire Hulot permet aussi de démontrer qu'un travail journalistique sérieux, comme c'est le cas dans d'autres domaines, c'est-à-dire que dans les domaines d'affaires financières par exemple, etc., les investigations journalistiques sont un premier pas
vers une prise de conscience importante et permettent en fait d'apporter à la connaissance des personnes les agissements des personnes, quoi. Donc je pense qu'on se trouve vraiment à un tournant et qu'il est fondamental de ne pas le rater. C'est pour ça aussi que les féministes, nous avons un rôle à jouer qui est important. Moi, il y a quelque chose qui m'a frappé quand même, c'est que dans l'intervention de Nicolas Hulot la veille, c'est de se victimiser immédiatement. C'est-à-dire de dire qu'il était vraiment un pauvre homme, qu'on s'attaquait à sa famille, qu'on s'attaquait à ses enfants, etc. Cette inversion-là montre qu'il s'attend encore à appuyer sur des ressorts qui ont cours notamment dans le journalisme, qui considèrent qu'en fait le sexe, il ne faut pas en parler, et que dès lors qu'on en parle, dès lors qu'on parle d'agression sexuelle, alors on touche à quelque chose du domaine de l'intime, et finalement on devrait continuer cette loi du silence. Moi je pense que les féministes ont apporté quelque chose de fondamental, qui est de cesser ce puritanisme pour pouvoir permettre enfin de libérer en fait l'écoute des personnes qui ne voulaient pas entendre jusqu'à présent parler d'affaires sexuelles. Justement, Mathilde Viau, ce matin, toujours dans le grand matin de Sud Radio, de Patrick Roger et Cécile de Ménibus, Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur chargé de la citoyenneté, a déclaré, je cite, « En 2018, je n'avais pas soutenu Nicolas Hulot, mais l'état de droit ». Que vous inspirent les propos de Marlène Schiappa? Il y a notamment une vidéo où elle était prête à parler de torchons populistes pour ceux qui osaient parler de Nicolas Hulot. Oui, à l'époque, moi, je travaillais encore à l'Assemblée nationale et j'avais été très frappée à la fois par ce documentaire et par le fait qu'elle l'avait soutenu personnellement en s'asseyant à côté de lui à l'Assemblée nationale, en passant devant les journalistes, etc. Moi, j'ai pas envie de m'attaquer à Marlène Schiappa parce que finalement, c'est pas elle l'agresseuse. Elle a fait que suivre, si vous voulez, je pense, des injonctions. On voit dans le documentaire qu'on lui demande, elle, de soutenir. Elle a servi de faire valoir, en fait. Parce que c'est une femme, on lui a demandé à elle, et elle était ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes, secrétaire d'État, on lui a demandé à elle de faire le travail de retape. Bon, écoutez, je ne sais pas, je pense qu'elle a manqué de courage à cette occasion-là. Je pense qu'une femme politique devrait avoir plus de courage, mais finalement, c'est pas à elle que j'ai envie de m'en prendre. À ce moment-là, elle fait partie d'un système de couverture et de perpétuation du silence qui a encore cours, et en fait donc là maintenant on voit qu'elle recule, qu'elle dit, elle devrait, moi je pense qu'elle devrait dire qu'elle a fait une erreur, parce que c'est hyper important de reconnaître ses erreurs en fait. Ça permet d'inverser complètement les choses et ça permet aussi de détendre tout le monde. C'est-à-dire qu'on est dans un système patriarcal dans lequel on fait tous des bourdes, on est tous à un moment pris dans quelque chose qui nous dépasse et on peut être sexiste tous, même moi qui suis féministe, il y a sûrement des moments où je suis sexiste parce que je vis dans un système patriarcal. Et donc je pense qu'il faut qu'on se détende tous, qu'on soit capable de reconnaître nos erreurs et que c'est que comme ça en fait qu'on va avancer et qu'il n'y a pas d'autre possibilité que celle-ci. Philippe Bilger. Mathilde Viau, je voudrais poursuivre mon interrogation de tout à l'heure, mais en vous demandant si vous percevez tout de même au bout de votre action, le risque que j'évoquais à l'instant avec nos amis, la phrase d'un grand avocat américain qui disait aujourd'hui le drame, c'est l'accusation créant la culpabilité. Et il évoquait évidemment les processus non judiciaires. Est-ce que vous ne craignez pas parfois une dérive de ce type ? Bon, en ce qui concerne, déjà, je ne crois pas, parce qu'on est dans une situation, notamment en ce qui concerne le monde politique, dans lequel les femmes n'ont toujours pas intérêt à parler. C'est-à-dire qu'elles sont toujours frappées du sceau de la honte quand elles parlent, notamment s'il s'agit d'elles-mêmes de femmes politiques, parce qu'en fait, on ne peut pas vouloir incarner le pouvoir encore maintenant et se montrer vulnérable. C'est encore quelque chose qui est très difficile. Donc, il y a encore beaucoup de choses qui freinent la parole des femmes. C'est-à-dire que lorsqu'elles parlent, c'est que souvent elles sont nombreuses. On l'a vu pour l'affaire Beaupin, on le voit là pour Nicolas Hulot. C'est-à-dire que la multiplication des témoignages encourage ces femmes-là à parler, mais on n'a pas vu beaucoup de cabales mises en place, en fait. Ça n'existe pas. Donc moi je pense, donc ça c'est ma première réponse sur... voilà. Le deuxième versant, c'est que il n'y a pas de culpabilité non judiciaire.
la culpabilité, elle est prononcée par un tribunal. Je suis d'accord avec vous. Mais là, Nicolas Hulot, à l'issue d'une condamnation, une personne peut être mise en prison. Nicolas Hulot est chez lui. Donc là, c'est autre chose. C'est suite à un travail d'investigation, comme ça a cours dans d'autres domaines, je ne sais pas moi, dans les domaines économiques par exemple, où finalement, à l'issue d'un travail journalistique, une personne peut se trouver mise en cause, parce que là c'est le cas, il est mis en cause, et ensuite une enquête judiciaire peut être ouverte pour déterminer le fondement ou non de cette enquête. Et c'est là qu'on va pouvoir voir aboutir finalement la fin de ce processus. C'est un processus normal en fait. Moi, je voudrais remarquer que ça ne fait pas si longtemps que ça que les femmes sont dans la politique. Moi, j'ai été élue à une époque pour la parité, sinon j'aurais jamais été élue, ça c'est sûr, et que donc leur parole, elle n'est pas aussi libre et voilà, aussi facile non plus, parce qu'elles se disent, bon, on a gagné notre place, on est là, déjà il faut y rester et s'imposer, donc je crois que c'est assez difficile. En plus, quand vous avez comme ça un groupe qui doit rester uni et que voilà, qu'il n'y ait pas de débordement, on sait bien comment ça se passe, il faut que rien ne fuite, parce que sinon c'est le danger de la dégringolade pour tout le monde. Ça a quand même un impact sur l'ensemble. Donc c'est pour ça qu'ils se autoprotègent en fait. Ils s'autoprotègent. Très court, vous êtes d'accord avec ça, Mathilde Deviot, comme disait Christiane Delpont, ils s'autoprotègent? Bien sûr, mais ça c'est le phénomène de la fraternité. Moi, c'est quelque chose que je constate, mais même dans les processus politiques de façon générale. C'est-à-dire que c'est déjà arrivé qu'on fasse des négociations avec des femmes dans la pièce et qu'ensuite l'ensemble des négociations soit changé par 4 mecs dans la buvette parce qu'ils en ont décidé autrement. Et il y a des processus d'isolement des femmes dans le monde politique qui sont du domaine du sexisme évidemment, qui sont pas répréhensibles, mais tout le fonctionnement du monde politique vise à écarter les femmes de ce monde. Et le sexisme en est et les agressions en sont une des expressions, mais c'est pas les seules effectivement. Donc il est nécessaire qu'il y ait plus de femmes et il est nécessaire qu'on leur donne du pouvoir. Merci beaucoup Mathilde Deviot, cofondatrice de l'association Cher Magazine et initiatrice de la tribune sur MeToo Politique, publiée dans Le Monde le 15 novembre dernier. Verdict sur Twitter: Hulot, est-ce la fin de l'omerta qui protège les personnalités politiques? Vous êtes 59% à dire non. Eh bien, dans ces quelques instants, les vrais vrais, on va parler du sujet du jour, enfin de demain plutôt, le critérium cycliste de Bergerac. Et on va avoir notre ami Pascal Chanteur qui sera accompagné de Christophe Moreau pour nous raconter les réjouissances de demain. Restez bien avec nous sur Sud Radio.